L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique sur Sensation. Un déconfinement très progressif a débuté en France et dans les Yvelines. Des enfants ont repris le chemin de l'école, les commerces sont rouverts. Les balades et les dîners sont de nouveau une réalité, un soulagement pour beaucoup, pour les élus locaux notamment durement sollicités pendant ces semaines de confinement. Alors comment vivent-ils eux aussi ce début de retour à la normale? C'est l'une des questions que nous allons poser à notre invitée du soir, Joséphine Coleman-Berger, maire de Plaisir et vice-présidente de Saint-Quentin en Yvelines et du conseil départemental des Yvelines. L'hebdo politique. Joséphine Coleman-Berger, bonsoir. Le déconfinement, je le disais, a débuté dans votre ville aussi. Certains services ont pu rouvrir, les commerces locaux ainsi que le marché ont accueilli à nouveau des clients. J'imagine que pour vous, à titre personnel, en tant qu'élu et aussi en tant que citoyenne, c'est un ouf de soulagement, ce début de retour à la normale. Oui, c'est un soulagement et en même temps quelques inquiétudes puisque on a quand même des choses à respecter sanitaires et je pense que la population est prête à cela, donc on sent quand même une petite angoisse par rapport à cela. On les accompagne avec un maximum, tous les élus locaux. J'ai pu échanger avec les maires de Saint-Quentin sur toutes les actions qui sont mises en place pour les accompagner avec les distributions de masques et également les accompagnements au niveau des écoles et des commerces, bien sûr. Donc on est sur le terrain en permanence pour accompagner ces inquiétudes qui sont tout à fait légitimes. Comment se passe localement à Plaisir précisément ce début de déconfinement? Est-ce qu'il y a un retour massif, si je puis dire, dans les commerces locaux? Est-ce que les gens aussi profitent de ce soleil en ce moment pour prendre l'air librement? Est-ce que le retour à la vie se fait normalement? Normalement, non, mais on sent du mouvement. Il y a beaucoup plus de voitures, beaucoup plus de personnes dans les rues. On s'aperçoit que il y a un vrai regain au niveau des commerces. Hier, j'ai fait la rencontre de plus de 60 commerces de la ville. Je suis allée les voir personnellement pour leur apporter des masques aussi, savoir si tout allait bien. Et la plupart me disaient qu'ils redémarraient vraiment à fond, puisqu'il y avait pas mal de rendez-vous et d'organisation interne. On les sent complètement portés par cette réorganisation sanitaire et tous ces protocoles qui sont mis en place. Mais il y a un vrai regain et une attente de la clientèle. Mais je pense que les choses vont se faire petit à petit, mais en tout cas sûrement. Que vous ont-ils dit justement ces commerçants, peut-être sur les règles sanitaires et d'hygiène qui sont si particulières pour eux, puisque c'est une première pour nombre d'entre eux de travailler dans de telles conditions? Ont-ils des difficultés à les respecter, aussi à les faire respecter, peut-être parfois par les clients? Il y a surtout une problématique de matériel. Très souvent, il y a un manque de matériel, de gants, de gel, même si maintenant on commence à en trouver plus facilement, mais c'est surtout ça qui les a aussi cette responsabilité, je dirais, de les accompagner à ce niveau-là. Les clients, je pense que dans un premier temps, ils vont être tout à fait dans un respect. On a suffisamment communiqué les uns et les autres, que ce soit au niveau national, mais au niveau local également, sur les risques qui sont des risques graves de maladie, qui n'est encore pas, qui n'a pas disparu, qui est totalement, qui est encore là. On voit bien qu'il y a des nids de maladies qui renaissent un peu dans certaines communes. Donc il faut être très très vigilant. Je pense qu'il va y avoir un vrai respect, je l'espère en tout cas, parce que on a pu constater que lors du confinement, la population respectait au maximum tout cela. On n'a même pas eu besoin d'évoquer un couvre-feu puisque le soir, les choses se passaient plutôt bien. Je dirais que voilà, on va être vigilant. Je sais qu'avec la police municipale, nationale, on va être présent. Alors, on ne veut pas faire de la répression, mais en tout cas de l'accompagnement pour bien montrer qu'on est dans une période transitoire. Il va falloir accompagner ça. Alors précisons que nous enregistrons cette émission le mercredi 13 avril et que les écoles de Plaisir vont accueillir leurs premiers écoliers le jeudi 14. Pourquoi ce décalage dans le temps par rapport à une reprise dans certaines communes qui a débuté le 12 mai? Vous aviez expliqué via le site internet que c'était une demande notamment des enseignants qui avaient besoin de plus de temps pour s'organiser. Que font-ils par exemple en ce moment, ce 13 avril, pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions demain ?
Alors, ce qui se passe, c'est que nous étions engagés à pouvoir ouvrir le 11 avec l'application du protocole. Alors, bien sûr, il y a toujours des ajustements à faire, mais les enseignants venaient lundi pour avoir une formation sanitaire et aussi pour installer les classes, puisque l'inspection académique avait souhaité que ce soit les enseignants qui organisent la circulation des élèves et le positionnement des élèves à l'intérieur des classes, même si nous, on est en apport logistique pour pas mal de choses. Et suite aux 35 réunions que nous avons mis en place, parce qu'on en a mis en place beaucoup, on a quand même 28 écoles à plaisir, pour pouvoir entendre les enseignants nous dire qu'une journée du lundi était peut-être un petit peu trop juste pour eux, pour aménager tout cela. Donc, on a ensemble décidé de donner une journée de plus, c'est-à-dire le mardi, au lieu de faire rentrer les enfants. Et avec aujourd'hui ce mercredi, peut-être pour les derniers ajustements, permettre aux enfants de rentrer le 14 de façon plus sereine. Est-ce que c'est une crainte pour vous, cette réouverture des écoles en tant que premier magistrat de la ville, même si vous n'êtes pas responsable éventuellement juridiquement de ce qui peut se passer dans les écoles? Vous l'êtes, je crois, sur le temps de repas, sur le temps aussi périscolaire, et puis peut-être en tant que citoyenne, est-ce que ça vous procure quelques craintes, cette réouverture avec des règles sanitaires très strictes et une éventuelle contamination malheureusement d'enseignants, de personnel accompagnant ou des écoliers? Je ne peux pas banaliser ce que vous évoquez là, c'est-à-dire d'avoir, bien sûr, la crainte, elle est là, l'inquiétude est là. Je pense que tous les élus locaux sont entourés également de personnel et d'agents qui aussi ont été formés et accompagnés. On essaye d'être dans une vigilance extrême. On a été parfois même au-delà du protocole par rapport à des désinfections. Je crois qu'on vit quelque chose d'inédit, donc forcément quand quelque chose est complètement nouveau, surtout quand ça implique la santé et la vie de certaines personnes, c'est évident qu'on ne peut pas être complètement décontracté face au sujet. En même temps, les responsabilités que nous avons en tant que maire nous imposent également de prendre des décisions. Et ces décisions, on les a prises pour la majorité des maires. Et je crois que voilà, on va être vigilant et présent. Hier matin, été dans 4 écoles pour voir les aménagements. J'ai vu que effectivement, on applique le protocole. Je sens également les enseignants inquiets, de la même façon que je peux l'être, mais on va essayer de faire au mieux et au jour le jour, on va améliorer les choses. Et puis aussi, on espère que les parents vont nous accompagner aussi dans cette démarche éducative des enfants qui n'est pas simple. On le sait, donc l'école d'aujourd'hui n'est pas l'école d'hier. Et malgré tout, les mois qui viennent devant nous ne nous donnent pas forcément une garantie totale de la disparition de cette maladie. Donc il va falloir qu'ensemble, on apprenne à vivre un peu différemment. Comment expliquez-vous que parfois, vous disiez tout à l'heure être en contact avec certains de vos collègues de 50 ans en Yvelines, que des écoles rouvrent le 12 mai dans certaines communes, c'est le cas à Trappes par exemple, c'est le cas aussi pour une école à la Malmedonne à Morpas, et puis dans d'autres communes c'est plus tard, c'est d'autres moments. Est-ce que vous comprenez par exemple que des parents peuvent être déroutés de voir à quelques kilomètres seulement, voire des centaines de mètres parfois, des décisions différentes? Comment ça s'explique alors que le protocole sanitaire est le même pour toutes les villes et les écoles? Oui, c'est bien ça le problème, c'est que heureusement on a un protocole sanitaire commun, mais on a des structures différentes, on a des agents différents, un nombre de personnels aussi différents, avec aussi des problématiques au niveau des agents de la ville, de difficultés aussi de revenir au travail pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, qu'elles soient pathologiques ou qu'elles soient de garde d'enfants. Et du coup, automatiquement, on ne peut pas mettre en place une réorganisation similaire d'une ville à une autre. Je ne dis pas que quand on a moins d'écoles, c'est plus facile à gérer, parce que quand on a moins d'écoles, on a forcément aussi peut-être moins d'agents. Je crois que les élus ont fait en fonction du bon sens de l'organisation de leur collectivité, et puis dans le bon sens aussi de l'écoute des enseignants, qui avaient peut-être pour certains besoin de plus de temps, comme je vous le disais tout à l'heure, d'installation, parce que les classes sont peut-être plus petites, plus grandes. Enfin, il y a toute une série d'arguments qui sont tout à fait légitimes
légitime et je comprends que les parents puissent se poser certaines questions. C'est pas ni de l'extrême bonne volonté ni de la mauvaise volonté des uns et des autres, c'est plus un ajustement par rapport aux situations locales. Alors, les écoles rouvrent progressivement, certains services publics aussi, le marché à plaisir rouvre aussi avec des conditions et des règles sanitaires très strictes, évidemment. En revanche, vous confirmez, même si les informations ont massivement circulé, il est bon parfois de rappeler quelques règles, que les espaces culturels, les aires de jeu, les équipements sportifs, eux, restent fermés à plaisir. Il n'y a pas de dérogation locale en la matière. Non, il n'y a pas de dérogation locale. On a la chance d'avoir une forêt départementale donc, qui est ouverte, où les gens pourront aller se promener et faire du sport plutôt individuel et non pas par groupe. Après, on a effectivement mis en place une réflexion par rapport à du sport qui peut se faire je dirais à distance, il y en a quand même. Au niveau du tennis, par exemple, sur des cours extérieurs, on peut peut-être imaginer que certains cours puissent reprendre à l'extérieur. Tout ça est en réflexion, bien sûr, sans faire de débordement par rapport à tout ce qui nous est aujourd'hui demandé ou imposé. Il faut malgré tout qu'on anticipe parce qu'on espère, moi je suis assez optimiste, que les choses s'améliorent au fur et à mesure des semaines et donc il faudra s'y préparer. Je pense également que cet été, il peut y avoir des choses qui peuvent se passer. Nous, dans le cadre du parc du château, par exemple, qui est aujourd'hui fermé, s'il venait à réouvrir, on pourrait remettre en place ce qu'on appelle nos estivales, un accueil, je dirais, d'animation pour les enfants, comme on a fait les années précédentes. Alors bien évidemment, pas avec des jeux de proximité. On y réfléchit également. Il faut qu'on pense à tout ça. Je pense qu'on doit, quand je disais de réfléchir au fil de l'eau, c'est aussi anticiper les choses pour que, au fur et à mesure, on puisse remettre à disposition nos locaux, nos structures en fonction de l'amélioration sanitaire. Et puis ceux qui veulent éventuellement faire du sport via les plateformes internet, on a pu consulter tout au long de ce déconfinement des vidéos que votre ville propose sur les réseaux sociaux. Madame le maire, votre ville est pour le moins bien équipée d'un point de vue commercial avec plusieurs grands centres commerciaux. Si je ne me trompe pas, plusieurs d'entre eux font plus de 40 000 mètres carrés. Ils restent donc fermés pour le moment selon les décisions d'ordre national. Ce n'est pas sans impact, je suppose, sur votre commune. Est-ce que vous regrettez ce choix fait en Île-de-France de laisser les grands centres commerciaux fermés ou alors vous le comprenez d'un point de vue sanitaire ? Je peux comprendre au niveau sanitaire pour le moment. On a un grand centre, je ne vais pas faire de la publicité, mais commercial très important sur le mobilier que tout le monde connaît, qui attire énormément de monde et je dirais la configuration peut-être du magasin poserait problème aujourd'hui dans le cadre sanitaire. J'ai eu le directeur justement au téléphone qui m'a dit que eux-mêmes avaient décidé de repousser cette ouverture à beaucoup plus tard pour pouvoir aménager en fonction de l'accueil du public. Après, en ce qui concerne d'autres centres que nous avons au niveau de la ville, il y a des accompagnements de dérogation. Quand les directeurs souhaitent effectivement appliquer stricto sensu l'impossibilité de l'ouvrir, moi je n'ai rien à dire. Je pense qu'ils sont tout à fait à même de prendre leurs propres responsabilités et décisions. Et puis en ce qui concerne par contre d'autres directeurs qui souhaiteraient peut-être avoir un peu de souplesse, j'essaie d'intervenir auprès du préfet pour voir dans quelle mesure on peut obtenir peut-être une dérogation, bien sûr tout en respectant les gestes que vous connaissez bien maintenant et qui sont nos fameux gestes barrières et sanitaires. Donc j'essaie là aussi d'employer le bon sens par rapport, je dirais, à ce que les gens attendent, les directeurs attendent et ce qu'ils peuvent mettre en place. Donc là aussi, il va falloir attendre de voir comment la situation pourrait se décanter dans quelques jours, quelques semaines. Vous avez, la ville de Plaisir, déjà distribué des masques à vos habitants. Vous allez renouveler cette offre à partir de la semaine prochaine. À partir du lundi 18 mai, les Plaisirois pourront venir chercher de nouveaux masques dans plusieurs endroits de la ville selon des points de distribution établis. Est-ce que vous conseillez, même si ce n'est pas de votre ressort, c'est un débat qui monte en ce moment, la maire de Paris demande à ce que le port du masque soit obligatoire dans sa ville. Est-ce que vous conseillez aux Plaisirois de porter un masque quoi qu'il arrive et pas uniquement dans les transports, pas uniquement non plus quand ils se rendent dans un commerce de proximité, mais aussi quand ils se baladent dans les rues de Plaisir? Est-ce que vous, même si ce n'est pas de votre ressort directement, est-ce que vous conseillez ça?
Oui, bien sûr. Moi, je le conseille. Je le conseille parce que on a, je dirais, aujourd'hui la possibilité d'avoir des masques. La ville de Plaisir, comme vous l'avez dit très justement, a fait cette démarche d'en distribuer 2 dans les boîtes à lettres la semaine dernière. Et puis, bien sûr, redistribution la semaine prochaine. Et on en a fait également plus de 4500 pour les enfants, même si ce n'est pas obligatoire dans les écoles. Mais je le conseille fermement, je dis fermement, même si ce n'est pas de ma responsabilité, ça permet justement peut-être d'accompagner cette démarche qui est aujourd'hui une démarche de précaution et qui nous permettra peut-être de sortir un peu plus rapidement de cette période, je dirais, un petit peu entre deux, où on ne sait pas trop si ça va aller mieux ou pas aller mieux. Aujourd'hui, les masques, oui, j'entends toujours qu'ils sont difficiles à trouver, qu'ils coûtent cher. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est capable d'avoir un masque. On a fait des distributions avec la région Île-de-France partout. On en a fait dans les gares. On a distribué dans les laboratoires, dans les pharmacies, chez les commerces, comme je vous le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, même si on téléphone à la ville et qu'on n'a pas de masque parce qu'il y a peut-être eu, je dirais, un oubli dans une boîte à lettres, on est tout à fait à même de les accompagner. Donc, je le dis avec encore plus de tranquillité, mettons des masques dans la rue, ça va protéger soi-même et surtout les autres. Par curiosité aussi, parce que ce sont les finances publiques, est-ce que ça coûte cher à une ville comme Plaisir de distribuer des masques gratuits? Est-ce que c'est un coût important pour votre commune? C'est un coût important, on en est à 140 000 € de dépenses, ce n'est pas anodin. Alors il est vrai que parallèlement à cela, on a eu beaucoup de manifestations qui n'ont pas eu lieu, comme nous, notre festival Escale d'ailleurs qui n'aura pas lieu au mois de juin. Donc je dirais, on cherche toujours un équilibre budgétaire. Alors je ne dis pas que si on avait fait Escale d'ailleurs, on n'aurait pas acheté les masques. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit au contraire, on aurait fait ce que l'on a fait là. Mais puisqu'on parle budget purement et crûment, on est toujours, nous, dans des recherches d'équilibre qui nous permettent, bien sûr, prioritairement de protéger la population, c'est notre rôle premier, et puis dans un second temps, de voir comment on équilibre les choses. Des masques, le département des Yvelines en distribue aussi. Vous êtes vice-présidente du conseil départemental en charge de la culture, du tourisme et de l'environnement. C'est un très vaste portefeuille. Les 2 premiers secteurs cités, la culture et le tourisme, se trouvent dans des situations, on le sait, évidemment très compliquées. Pour le tourisme, par exemple, est-ce que vous avez pu déjà commencer à dresser un état des lieux de l'impact économique de cette crise sur le tourisme local yvelinois, sachant que, bien sûr, la principale attractivité touristique dans les Yvelines, c'est le château de Versailles avec plus de 8 millions de visiteurs par an en 2019. Il n'y a pas que ça, il y a de nombreux châteaux, monuments, de nombreux lieux à visiter dans les Yvelines. Est-ce que vous allez mettre en place par exemple un plan financier particulier pour soutenir l'ensemble des lieux touristiques du département ? Alors, tout d'abord, je vous remercie d'avoir rappelé que le département a accompagné les villes de moins de 15 000 habitants pour leur offrir les masques. J'ai d'ailleurs accompagné sur mon canton la ville de Benne avec mon collègue Bertrand Coquart et puis la ville de Thiverval pour apporter ces masques. Je pense que c'est un accompagnement énorme. Puis vous savez que le département a déclenché aussi un chiffre de 27 millions d'euros de crise pour accompagner aussi pas mal de démarches, surtout au niveau du social, qui est la compétence première du département. En ce qui concerne le tourisme, bien sûr, il y a un impact dramatique sur le tourisme. Aujourd'hui, on est très en lien avec les offices de tourisme. Vous savez qu'ils sont très dépendants de la taxe de séjour, pour parler finances, mais ils semblent a priori un petit peu rassurés parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des systèmes de compensation qui étaient en train de se mettre en place, et tout cela, ça n'est pas anodin, je veux dire, aujourd'hui. Les acteurs du territoire aujourd'hui sont principalement en attente d'informations justement sur la temporalité et puis sur les modalités sanitaires du déconfinement. Donc ils vont reprendre les activités en fonction de ça. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que nous soyons dans une aide identifiée pour le moment. On attend plutôt les résultats
chiffré de ce qui pourrait se passer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une plateforme numérique va être mise en place, mais plutôt par le CRT, c'est par le Comité régional du tourisme, puisque vous savez que nous, on travaille en collaboration étroite avec le Comité régional de tourisme, et en plus, le tourisme des Yvelines est aujourd'hui en lien avec le 92 dans le cadre de cette fusion département à département. Oui. Exactement. Et donc aujourd'hui, on est, je dirais, plus dans un état des lieux. Le département ne se désengage jamais sur des aides. Aujourd'hui, on est en train de faire ce bilan qui nous permet de voir comment peut-être on pourrait mettre des choses en place avec le 92 et puis le CRT, c'est-à-dire la région Île-de-France. Même question pour le... excusez-moi, oui. Je voulais vous poser... Je voulais vous poser la question pour le domaine culturel, puisque vous êtes aussi en charge de la culture au département, oui. Avec quelques chiffres qui sont disponibles sur le site internet du département. Les Yvelines, c'est 40 théâtres en tout, 20 MJC, 180 bibliothèques, 23 conservatoires, 18 musées. Forcément, tous ces lieux, même si certains ont peut-être pu rouvrir à partir du 11 mai, souffrent aussi. Est-ce que là aussi, vous êtes en train de faire un état des lieux ? Est-ce qu'un plan spécial pourrait être déclenché au niveau départemental ? Alors, on a mis en place le comité pendant le confinement, le comité de distribution, on va dire, ou des subventions pour 2020, puisqu'on aurait très bien pu, je dirais, être bloqué par cela, mais je ne l'ai pas souhaité. On a fait ce comité pour justement mettre en place et verser les subventions le plus rapidement possible. D'ailleurs, ça a été accepté et ça va passer en commission permanente dans les jours qui viennent sur 46 projets culturels. Et c'est soutenu, vous savez qu'on a un montant sur ces projets culturels de 1 700 000 € qui vont être justement distribués le plus rapidement possible. Parce que je voulais justement qu'il y ait impérativement un accompagnement. Et puis, il y a des événements d'envergure qui sont accompagnés aussi par le département. Au niveau du culturel, on a mis aucun frein à tous les accompagnements qui devaient être faits dans le cadre de ces subventions. Et ce qui me semble important aussi, alors quand on dit faire un bilan, ça veut dire reporter au calendrier grec. Non, certainement pas, puisque vous voyez, je vous dis que là, nous allons verser les subventions rapidement. Et puis, bien sûr, on va voir comment les choses vont se passer si véritablement, puisque je l'ai évoqué dans ce comité, il y avait des problématiques très, très importantes au niveau des collectivités, puisque dans les collectivités, nous avons des partenariats importants avec la culture. Et il est hors de question d'imaginer qu'il y ait des fermetures définitives de certaines structures qui sont des partenaires du département ou pas. Il nous reste seulement quelques minutes. Je voudrais aborder avec vous un dernier sujet, ce sont les élections municipales. L'actualité de cette semaine, c'est les conseils d'installation des maires élus au premier tour sont prévus avant le 28 mai. Le 28 mai, ce sera la date limite. Vous êtes en ballottage pour un second tour. Vous avez récolté 37% des voix lors du premier tour. Vous êtes arrivé en tête de ce premier tour des élections municipales à Plaisir. Est-ce que vous êtes favorable à une tenue le plus rapidement possible de ce second tour pour pouvoir réenclencher une dynamique, relancer des projets localement après cette période forcément très compliquée pour les investissements, pour les acteurs locaux? Est-ce que vous souhaitez que ça soit par exemple au mois de juin, même si la décision n'est pas encore arrêtée, ou alors vous considérez que ce sont d'abord les considérations sanitaires qui doivent primer et peut-être à la rentrée ou dans un an pour ce second tour des élections municipales? Et je pense qu'aujourd'hui, la population n'a pas la tête du tout aux élections. Tous les échanges que je peux avoir avec la population, la problématique, elle est tout ce qu'on vient d'évoquer là, c'est-à-dire le sanitaire, la relance économique, la reprise des écoles. Enfin, c'est de cela qu'on parle au quotidien. Et donc, il est vrai que toute élection municipale aujourd'hui serait assez étonnante pour la population, j'entends. En ce qui nous concerne, on n'a rien arrêté. Au niveau de la ville, les actions ont continué, bien sûr, même si les constructions et tout ça étaient à l'arrêt. Mais en tout cas, tous les agents de la ville ont travaillé. Et nous, on doit passer notre budget, là, de toute façon, on va le passer avant les élections, que ce soit en juin ou en octobre ou en mars. Aujourd'hui, on est dans un flou artistique. Et vous pourrez également lancer éventuellement de nouveaux chantiers ou de nouveaux projets, même s'il n'y a pas eu ce second tour des élections municipales ?
Tout à fait. Tout D'accord. à fait. Aujourd'hui, nous sommes dans une règle qui est que tant que les élections ne sont pas terminées, il y a une prolongation de notre rôle de maire. Et heureusement, puisque une ville, c'est quelque chose, c'est une roue qui tourne et il ne doit pas y avoir d'arrêt sur image. Donc, on continue. On ne prend pas des décisions, je dirais, qui pourraient effectivement mettre en porte-à-faux ou en interrogation la population, mais une continuité, bien évidemment, avec nos responsabilités qui sont les nôtres aujourd'hui, tant que les élections ne sont pas passées. Donc, je pense qu'il faut être raisonnable par rapport à la population. Je ne souhaite pas que ça soit fait l'année prochaine, hein, bien sûr. Il faut que ça reste sur l'année 2020. Le mois de juin, je pense que c'est peut-être un peu prématuré par rapport, je dirais, à la situation psychologique de la population. Merci beaucoup Joséphine Coleman-Berger d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le maire de Plaisir et vice-présidente de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et du conseil départemental des Yvelines. Merci pour vos réponses. L'hebdo politique, c'est fini. Retrouvez cette émission en podcast, audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. À très vite sur Sensation. L'hebdo politique.